Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus donc, dans ce direct qui est organisé par la Fondation UVED, pilote du pôle national de ressources pédagogiques TEDS pour transition écologique pour un développement soutenable. Alors ce webinaire aujourd'hui donc fait partie d'un cycle de directs qui a démarré en mars 2024 et qui vise à former les enseignants du supérieur aux enjeux de la transition écologique pour un développement soutenable. Alors il s'inscrit dans le cadre des activités de formation des enseignants que mène UVED et qui fait suite aussi à la publication de plusieurs rapports et notes de cadrage et de préconisations du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche relatives à la formation des enseignants-chercheurs et des étudiants de premier cycle à la TEDS, publiés respectivement en juin 2023 et en septembre 2024. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons à l'une des thématiques de ces notes de cadrage, les valeurs de la biodiversité. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Schluss, qui est anthropologue et professeur du Muséum national d'histoire naturelle. Après sa présentation, il y aura un temps d'échange avec vous sur la base des questions donc, que vous pourrez lui poser, non pas à l'oral, mais en utilisant le fil de discussion de ce webinaire. Et bien sûr, nous relayerons ces questions à notre intervenante. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet. Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté de participer à ce direct. Avant de vous laisser la parole, la tradition est de vous présenter. Vous êtes anthropologue, donc professeur du Muséum national d'histoire naturelle. Vos recherches, qui sont vraiment pluridisciplinaires, portent sur les relations entre les humains et l'environnement, notamment au sein des espaces littoraux et maritimes. Alors, vous vous intéressez tout particulièrement aux pratiques ainsi qu'aux représentations des usagers de ces espaces, à l'engagement des acteurs dans les procédures de gestion, ainsi qu'à la circulation des connaissances, qu'il s'agisse de connaissances scientifiques, techniques ou des connaissances liées aux usages de ces espaces. Et pour ce faire, vous mobilisez aussi bien des outils liés à l'anthropologie, bien entendu, mais aussi des dispositifs de participation. Voilà, alors j'invite tous les participants à bien vouloir couper leur micro, mais je vois que tout est en place. Donc Frédéric, je vous laisse la parole. Je vous dis à tout à l'heure pour le temps d'échange. Merci beaucoup. Merci. Merci pour cette introduction et merci pour cette invitation. Donc, la commande était bien de parler des valeurs de la biodiversité. Donc, voilà. Alors, comment je passe ma diapo? On n'a pas essayé. Tout à l'heure, ça marchait. Vincent, je suis... Ah si, voilà, je vais le faire comme ça. Voilà, tout est bon, tout Déjà. défile bien à Voilà, présent. merci. Donc, au niveau du sommaire, je voulais revenir sur ce qu'est la biodiversité parce que vous allez voir que ça pose un certain nombre de questions et de difficultés en termes de valeurs sur les différentes valeurs. Je ferai un focus sur les valeurs relationnelles qui sont particulièrement délicates à aborder, l'évaluation de ces valeurs, les changements transformateurs et puis en conclusion, sur la question de ces valeurs, cet enrichissement des valeurs et cette articulation. Alors, quelques éléments sur la biodiversité. Bon, vous le savez certainement, plusieurs d'entre vous, hein, la biodiversité, c'est trois niveaux au sein d'une même espèce, entre espèces et entre les communautés d'espèces. Pourquoi je suis revenue sur quelque chose d'aussi simple que ça? C'est quand on parle de valeur de la biodiversité, on peut parler de valeurs extrêmement différentes, hein, des valeurs monétaires de génome, par exemple, des valeurs de certaines espèces ou des valeurs d'écosystèmes, voire de paysages. Quand on parle aussi de biodiversité, il faut bien avoir en tête hein, que l'on ne connaît pas évidemment l'ensemble de la biodiversité et qu'on en connaît une partie, 2 millions sur 8 à 12 millions d'espèces. Donc, on ne prend pas en compte toutes les espèces bactéries, virus. Mais voilà, on a aussi toute une biodiversité méconnue qui peut aussi interroger cette question des valeurs. Voilà, une petite diapo sur cette diversité biologique, hein, avec par exemple à Paris dans les caniveaux 4753 espèces, notamment de diatomées. Donc on voit
qu'il y a énormément de, voilà, d'une biodiversité qui est connue par certains scientifiques, mais totalement méconnue du grand public et qui est invisible aux yeux du grand public, ce qui peut aussi poser un certain nombre de, voilà, de difficultés par rapport à cette question des valeurs. Enfin, une question qui me semblait importante parce qu'on la discute beaucoup aujourd'hui sur ces questions des valeurs de la biodiversité, c'est aussi cette capacité à prendre en compte l'évolvabilité, c'est-à-dire cette capacité des espèces à répondre à des modifications de l'environnement et donc préserver cette évolvabilité qui est indispensable, notamment dans la période où nous sommes, hein, qui est une période de changements globaux à une vitesse et une intensité jamais égalées. Et donc, ce n'est pas une valeur, par exemple, d'un écosystème à un moment T, c'est vraiment aussi concevoir cette préservation sur des temps longs et concevoir aussi cette capacité de ces écosystèmes ou de ces espèces à évoluer. Bon, je vous l'ai dit, nous sommes dans des périodes particulières hein, où l'on réfléchit beaucoup à ces questions-là parce que les menaces sont extrêmement importantes sur la biodiversité, hein. 1 million d'espèces en danger d'extinction, 39% de diminution des abondances des espèces d'oiseaux agricoles et les projections nous montrent que en 2070, il devrait y avoir une disparition totale des mammifères et oiseaux de plus de 10 kilos à l'état sauvage. Donc, une grande réflexion et vous allez voir après pour l'action, parce que cette analyse et cette identification des valeurs, elle est aussi mise en relation avec l'action pour enrayer ce déclin de la biodiversité. Bon, les 5 grandes pressions que vous connaissez, vous avez certainement eu des, voilà, des éléments là-dessus hein, qui sont changement d'usage, changements d'usage, la surexploitation, les changements climatiques, les pollutions et les espèces exotiques envahissantes et qui sont toujours aussi à avoir en tête puisque vous le verrez dans la suite de cet exposé, la question des valeurs, elle est bien aussi pour changer nos comportements et donc agir sur ces 5 grandes pressions qui menacent la biodiversité et nos environnements. Bon, je suis allée un petit peu vite, mais voilà, c'était pour poser un petit peu le cadre. Alors, si l'on veut parler plus particulièrement des valeurs, euh, la première chose, c'est cette question des valeurs, qui est une question déjà en elle-même assez complexe. Euh, et j'ai repris des éléments de David Graeber sur cette notion de valeur qui s'applique aux personnes, aux choses. Alors, c'est les choses matérielles, les artefacts humains, les animaux, puisqu'ils sont aussi parfois considérés comme des choses dans les différents droits, et homo. Euh, alors, ce qu'il faut voir, c'est que le premier point est plutôt étudié, donc les personnes, par les sociologues, anthropologues, juristes, avec notamment cette question des différents systèmes de valeurs. Le second, plutôt par les économistes, dans des cadres d'économie de marché. Et le troisième, par la linguistique. Euh, Si l'on prend plutôt le premier point aux personnes, mais on y ajoutera assez vite les autres vivants, euh, les systèmes de valeurs sont des ensembles de principes et de croyances qui guident les comportements et les décisions des individus ou des groupes. Donc, ce qui est important, c'est de voir dans cette première définition hein, que ce sont des systèmes, ça fait système, c'est un certain nombre de valeurs qui font système, euh, qui guident les comportements et donc l'action
au niveau des individus ou des groupes, et donc que ces valeurs sont partagées au sein de certains groupes sociaux. Et il y a voilà, différents niveaux de partage, des partages de valeurs qui peuvent être au niveau d'un État et d'autres plus à des niveaux, à d'autres niveaux professionnels ou appartenance culturelle. Ces valeurs jouent un rôle important dans ce qu'on appelle la culture d'une société, hein, puisque on est sur les aspects de moralité, de priorité. Euh, et ce qu'il faut voir, c'est que ces valeurs, on a les valeurs, les normes et les règles, et que ces valeurs, c'est ce qui va être au-dessus, en fait, après des normes et des règles. En fait, ces valeurs se déclineront en un certain nombre de normes et de valeurs. Bon, il y a tout un tas d'études hein, sur cette question des valeurs, des systèmes de valeurs. Je vous l'ai dit par moi, ce que je connais mieux, anthropologie, un peu sociologie, mais effectivement, le droit aussi travaille beaucoup ces notions de valeurs. Une fois qu'on a dit ça, pour s'intéresser, faire un focus sur cette question des valeurs de la biodiversité, je voulais revenir assez rapidement sur les controverses qu'il y a entre valeurs et services écosystémiques. On a pendant, voilà, notamment le début du 21e siècle, beaucoup parlé de services écosystémiques et c'est une notion qui est encore aujourd'hui beaucoup discutée et beaucoup utilisée. Euh, cette notion de service écosystémique, hein, elle renvoie véritablement aux bénéfices que les êtres humains tirent du fonctionnement des écosystèmes. On voit bien que on peut tirer des bénéfices, alors par les services supports, hein, la formation des sols, la photosynthèse, vous l'avez dans le schéma, par tout ce qui est autour de provision, la nourriture, le bois, la pollinisation, par tout ce qui est autour des régulations, des températures, le contrôle, la purification de l'eau, le contrôle de l'eau, le stockage du carbone, mais aussi des bénéfices liés à l'aspect culturel, éducation, récréation, esthétique. Euh, ces notions de services écosystémiques, qui, je vous l'ai dit, sont toujours utilisées, sont en lien avec des logiques marchandes. Alors, on a par exemple les paiements pour services écosystémiques, hein, et ça pose alors déjà cette question d'intégration dans ces logiques marchandes. Est-ce que tout doit être décliné dans ces logiques-là? Et ça pose aussi la question d'évaluation marchand de ces services, hein, avec notamment, on le voit quand on fait des études, qu'il y a une surreprésentation des services d'approvisionnement, hein, par exemple la nourriture, le bois, la nourriture, bois et pollinisation, parce que ce sont les plus faciles à quantifier par rapport à d'autres, hein, sur, par exemple, l'esthétique ou d'autres éléments comme la photosynthèse. Donc, ça pose déjà ces questions-là. Euh, Ça a quand même un avantage, ça a toujours un avantage de renforcer la prise de conscience de la nécessité de protéger les écosystèmes, parce qu'on voit que les humains sont totalement liés aux écosystèmes. Euh, mais ça reste quand même à la fois une lecture utilitariste de ces écosystèmes pour le bien-être des êtres humains et une vision qui reste quand même une vision très occidentale, qui est une vision liée au marché. Et on sait que d'autres sociétés ne conçoivent pas forcément la relation à la nature selon cette vision. Donc aujourd'hui, un certain nombre de personnes qui travaillent sur ces questions de gestion, conservation, n'utilisent plus cette notion de service systémique et préfèrent la notion de valeur.
Alors, il y a trois grands types de valeurs aujourd'hui hein, qui sont identifiées. Les valeurs instrumentales dont je vais vous parler, les valeurs intrinsèques et les valeurs relationnelles. Donc, les valeurs instrumentales, c'est les ressources, les services écosystémiques qui garantissent voilà, ces services de nourriture, de matériaux, de pollinisation, de fertilité des sols, d'épuration de l'air et de l'eau. Et ça renvoie à ces bénéfices, hein, ces valeurs pour les humains, les services pour les humains. J'ai pris l'exemple, puisque je l'avais travaillé il n'y a pas très longtemps, sur l'exemple des forêts, hein, pour que ça soit plus clair. Les forêts qui ont des valeurs instrumentales sur l'érosion des sols, l'atténuation des épisodes de sécheresse ou d'inondation, euh, les forêts urbaines avec cette diminution de la température en ville, et puis évidemment la Banque mondiale qui estime que 350 millions de personnes dans le monde dépendent des forêts pour leur subsistance, et donc là on a vraiment un service, une valeur d'approvisionnement. Alors, j'avais aussi trouvé une étude de la biologiste Katie Willis euh, qui montre aussi les liens pour la santé, puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ce lien entre biodiversité et santé. Euh, avec voilà, des éléments qui sont tangibles, hein, qui ont été démontrés sur le fait d'habiter à proximité de ces espaces verts, de ces forêts qui atténuent le stress, qui améliorent la santé mentale, je lis, hein, réduit les processus inflammatoires, renforce le système immunitaire et augmente la diversité du microbiote. Et plus on vit à proximité des espaces verts, plus le risque de mortalité diminue. Et ces bienfaits ont été vus partout dans le monde. Donc on voit qu'on est aussi dans ces valeurs instrumentales au bénéfice des humains, mais qui peuvent toucher des choses extrêmement différentes. Et aujourd'hui, on sait qu'on insiste beaucoup sur aussi ces bénéfices euh, au niveau de la santé. Les deuxièmes types de valeurs sont les valeurs intrinsèques et qui se construisent indépendamment de l'humain. Ces valeurs, donc, c'est vraiment les valeurs donc implique de reconnaître le droit des autres vivants à continuer leur chemin évolutif. Donc, on parle d'évolvabilité, hein, quelle que soit leur taille, leur beauté, leur valeur économique ou les services que les humains pourraient en retirer. Donc, il s'agit bien des valeurs pour les espèces eux-mêmes, les écosystèmes, les habitats en tant que tels et indépendamment de tout bénéfice pour les humains, qu'ils soient esthétique, d'approvisionnement ou autre. Et c'est donc reconnaître ce droit aux autres vivants qui ont une valeur pour eux-mêmes en tant que tels. Euh, Là, toujours sur cet exemple de forêt, hein, c'est cons- considérer donc les valeurs intrinsèques des écosystèmes et habitats forestiers pour eux-mêmes parce que ce sont des réserves de biodiversité à tous les niveaux d'organisation du vivant, parce que ces espèces, les plantes forestières, sont considérées comme menacées, à la fois les plantes forestières, mais aussi les animaux et les oiseaux, quoi, les animaux, qu'ils soient mammifères ou oiseaux, qui sont inféodés à ces forêts-là. Et parce que ces habitats forestiers, notamment liés au milieu aquatique, hein, sont considérés en mauvais état de conservation. Et donc là, réagir pour ces espèces ou pour ces habitats en tant que tels. Je voulais faire un focus maintenant sur cette question des valeurs relationnelles qui est bon, celle que je travaille davantage, qui m'intéresse davantage en tant qu'anthropologue et qui est
vous allez le voir, particulièrement complexe à définir et à appréhender. Donc, dans le cadre de l'IPBES, hein, qui est l'équivalent de la plateforme du GIEC pour la biodiversité, tout le monde ne connaît pas l'IPBES alors que le GIEC commence à être assez connu. Donc, il y a eu un rapport qui a été fait sur cette question des valeurs. Et ces valeurs relationnelles sont cette synthèse entre nature en tant qu'élément de la culture et ne faire qu'un avec la nature, qui met à la fois l'accent sur des contextes culturels et prend en compte l'ensemble des relations que les populations tissent avec ce qu'ils ont appelé la nature après de multiples débats et qui reste toujours voilà, un terme compliqué évidemment à utiliser. Et donc, cette valeur relationnelle, elle recoupe aussi bien les questions d'identité, de spiritualité, pardon, de soins, de réciprocité, euh, entre les humains, avec les autres vivants, mais aussi avec les générations futures. Elle concerne aussi tous les aspects physiques au sens vraiment sensoriel, psychologique, les questions d'apprentissage, d'inspiration. J'ai remis l'identité, mais j'en ai déjà parlé. Et donc, ça prend en compte à la fois des aspects individuels, des aspects socioculturels et des questions de paysage, de patrimonialisation, des questions artistiques. Et donc, on voit que ces valeurs relationnelles, elles touchent vraiment de très, très nombreux sujets qui sont en fait tous ces liens visibles ou invisibles que les humains tissent avec cette nature aux différentes échelles. Ça peut être avec des, des espèces, mais ça peut être aussi avec des écosystèmes, des paysages. Donc, c'est extrêmement large. Donc, bon, j'ai remis une définition de la culture, puisque c'est ce lien entre ces- les humains et, et, et ces environnements dont ils font réellement partie. Hein. Euh, mais voilà comment se révèlent ces liens-là. Et donc, ça touche vraiment l'ensemble des éléments. Ça relève des cosmogonies, ça veut dire, ça, pour un anthropologue, ça relève des conceptions du monde, comment ce monde, il est construit dans les différentes sociétés à travers le monde. Ça intègre l'ensemble des savoirs. Alors, on parle là évidemment beaucoup des savoirs autochtones, des populations locales et des savoir-faire associés. L'ensemble des relations sensibles et l'anthropologie travaille beaucoup sur ces relations sensibles à l'environnement qui ne sont pas forcément uniquement visuelles, mais qui mettent en jeu l'ensemble des sens, euh, qui est relié aussi aux organisations sociales. Hein, en fonction de la place de chacun des individus et qui conduit aussi à des modalités de gestion spécifiques qui conduisent à des actions spécifiques. Hein. Je vous donnerai un exemple, j'espère, tout à l'heure si j'ai le temps. Et donc, quel que soit les milieux, vous avez une disparité, une diversité des relations à ces milieux. Et je vais vous prendre des exemples parce que je pense que c'est à travers ces exemples qu'on peut mieux comprendre ce que sont ces, euh, ces valeurs relationnelles. Pour en terminer sur les forêts, c'est pas ce que je travaille principalement, mais j'avais travaillé un petit peu dessus. Voilà, ça peut être on est dans les valeurs relationnelles ici, hein, avec un tableau de Van Gogh qui représente la forêt et donc comment ce lien se construit à travers l'art. Mais je vais plutôt prendre un petit peu de temps sur les milieux maritimes que je connais mieux, hein, et avec d'autres collègues. Donc, j'ai cité Hélène Artaud et Alain Corbin, où on voit bien que ces relations, elles sont situé dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire qu'on a une perspective que l'on peut dire occidentalo-centrée ou atlantique de l'océan, hein, avec cette relation à l'océan. Donc j'ai mis un certain nombre de mots-clés qui sont souvent
utiliser altérité, étrangeté, sauvage, hostile, exploitation, le sublime, le vide, l'incertain, la maîtrise, la frontière, qui a construit au cours du temps et qui a toujours changé parce que ce lien aux océans, aux espaces maritimes, n'est pas un lien qui est intangible, hein. C'est vraiment toujours en construction et en fonction du lien que l'on a pu avoir, on a ou pas évité ces espaces, on les a exploités, on les a traduits, quand je pense au sublime, voilà les périodes romantiques, en poèmes, en tableaux. Euh, on sait aujourd'hui aussi des espaces de frontières hein, dont on parle beaucoup, ces espaces maritimes, et on voit bien quels sont les types d'actions qui peuvent être liés. Euh, j'ai voilà quelques photographies aussi qui ont construit nos imaginaires euh, parce que cet espace, il est médié par les images, les textes, les peintures, les films, la musique et aussi par les expériences que l'on peut en avoir. Et dans notre perspective atlantique, voilà, il y a une place assez importante des machines, des instruments de navigation, d'exploration, d'exploitation. On pourrait dire aussi de data aujourd'hui, puisqu'on parle beaucoup des data. Euh, il n'y a pas à dire que certaines valeurs sont supérieures à d'autres. Ce à quoi on essaye de faire attention, pardon, aujourd'hui, c'est plutôt d'être conscient que certaines perspectives, et notamment celle-ci, ne s'imposent pas dans les organes de décision sur l'océan aujourd'hui. On parle beaucoup de l'océan, hein. Euh, Peut-être certains d'entre vous savent qu'il va y avoir la conférence des Nations Unies sur l'océan, troisième du nom à Nice au mois de juin. Et donc, il faut être très vigilant à ce que des perspectives ne s'imposent pas et qu'on comprenne bien qu'il existe d'autres manières de tisser des liens avec cet océan. Et donc, très rapidement, voilà une perspective pacifique plutôt, hein, un territoire que je connais mieux, que je connais bien. Euh, une, Cet océan voilà, pacifique, où les personnes se voient comme des îles. On peut les voir comme des îles dans une mer lointaine ou alors comme une mer d'îles. C'est un anthropologue fidjien, Epeli Aofa. Et vous avez, pour prendre un exemple, hein, on appelle ces petits États insulaires euh, du Pacifique qui se nomment eux-mêmes grands États océaniques. Et donc, c'est une vision totalement différente puisque l'océan, c'est vraiment un lien entre les peuples, il fait partie intrinsèquement de leur culture, c'est cette source de vie hein, qui est à la fois source de vie, le garde-manger pour se nourrir, mais qui construit l'ensemble des grands mythes qui basent en fait cette culture polynésienne, qui irrigue l'ensemble des récits, des chants, des danses, où l'importance du sensible est très forte. Hein. La navigation polynésienne est une navigation, mais je ne vais pas revenir là-dessus, hein, qui se fait sans carte, qui s'est faite sans carte ni instrument, mais avec vraiment les cinq sens, mais aussi en relation avec les poissons, les oiseaux, les courants, les étoiles, les vents, les vagues, les bois flottés, etc. Et euh, avec cette dimension, ces valeurs très fortes, il y a des formes traditionnelles de gestion, hein, notamment le Rawi en Polynésie, qui est vraiment qui permet cette préservation d'une identité, d'un lien avec l'océan et aussi cette réappropriation de son territoire. Hop. Alors là, ma diapo ne passe plus. Ah voilà, hop, Voilà, c'est bon. excusez-moi, ça y est. Alors, quand on a présenté l'ensemble des valeurs, il y a cette question de comment évaluer les valeurs relationnelles. Je vais être assez brève là-dessus hein, parce que c'est autant les chiffres vous donnent par rapport au nombre d'études qui ont été faites, 74% des valeurs instrumentales, enfin, 64% des études d'estimation des valeurs portent sur les valeurs instrumentales. Parce que les économistes ont beaucoup travaillé dessus, mais ont beaucoup évolué aussi sur la manière de travailler dessus. 20% sont centrés sur les valeurs intrinsèques, essayer de donner une valeur à une espèce, à, euh, à un habitat, un paysage, et 6% sont centrés sur les valeurs relationnelles.
Donc, on voit bien qu'il y a une difficulté d'appréhension de ces valeurs et notamment des valeurs relationnelles. Comment on les appréhende? Est-ce qu'on doit les appréhender d'un point de vue économique? Est-ce qu'il y a d'autres formes plus qualitatives ou des formes différentes qui doivent procéder à ces valeurs relationnelles. Donc, on voit que l'évaluation, c'est quand même extrêmement différent, mais les questions se posent aussi en termes d'identification. Et là, voilà, quelques verrous que je souhaitais partager avec vous, c'est déjà identifier ces valeurs. Elles sont tellement nombreuses, elles relèvent de disciplines différentes. En anthropologie, on essaye de travailler sur ces valeurs, mais qui sont aussi propres à des écosystèmes spécifiques, voire à des espèces spécifiques dans le cadre de totems, de tabous, etc. Ces valeurs, elles sont en transformation, à la fois par l'éducation, les discussions, les expériences, les enjeux politiques qui peuvent changer aussi les valeurs où certaines espèces peuvent devenir plus importante qu'elle ne l'était parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a une certaine, il y a une, comment dire, certaines espèces sont mises en avant au niveau international. Elles sont inscrites dans des cosmogonies, donc des conceptions du monde, donc elles sont contextualisées, pardon, ce qui fait que, voilà, il faut les prendre, il faut comprendre le contexte. Il y a dans un même pays, par exemple, un même État, euh, des valeurs qui sont concurrentes, qui peuvent être concurrentes selon l'hétérogénéité des groupes sociaux. Et donc, en fonction des rapports de force, certaines valeurs peuvent être passées sous silence, invisibilisées, voire on peut lutter contre certaines valeurs parce qu'il y a ces luttes entre ces groupes sociaux. Certaines valeurs sont aussi invisibilisées, hein, certaines valeurs liées à des groupes ethniques, au genre ou à ces éléments générationnels. Et c'est comment aujourd'hui, la grande question, c'est comment on est le plus inclusif et le plus équitable possible. Et enfin, comment on traite de ces questions de valeurs aux différentes échelles. Quand on est à des échelles locales, un anthropologue peut travailler. Échelle régionale, on peut encore y parvenir. Ça devient plus compliqué aux échelles nationales, surtout quand il y a beaucoup de groupes sociaux, beaucoup de groupes ethniques. Et puis, parler de ces valeurs au niveau international sans les dénaturer, les affaiblir, c'est un enjeu auquel on se confronte aujourd'hui dans les rapports de la PBES et puis dans d'autres groupes de travail, et moi notamment dans un groupe de travail sur l'océan. Et donc, comment on les intègre? Par des études scientifiques, euh, notamment hein, pour essayer de les identifier, de les comprendre, mais aussi en laissant s'exprimer l'ensemble des parties prenantes, donc en les incluant, et donc en mettant à côté d'autres types d'études des parties prenantes qui doivent pouvoir s'exprimer, être entendues, être prises en compte dans la prise de décision et pas juste être, comment dire, l'alibi exotique que l'on voit parfois. Ça nécessite aussi de redéfinir ces questions de développement, qualité de vie, puisqu'on n'est pas tous dans des sociétés d'accumulation de profits et on n'a pas voilà, les mêmes socles. Et puis, voilà, comment on les intègre dans l'ensemble des scénarios en fonction des différentes échelles. Alors, je vais terminer en essayant d'être rapide parce que le temps passe vite. Donc là, c'était juste pour montrer qu'effectivement, le rapport IPBES sur les valeurs. Euh, et donc, ce rapport, ce qui est important, c'est aujourd'hui, nos actions on ne parvient pas à vivre en harmonie avec la biodiversité et on échoue encore à protéger cette biodiversité. Et donc, on se dit qu'identifier et comprendre ces différentes valeurs et les prendre en compte dans les prises de décision permettra de mieux gérer la biodiversité et puis de redéfinir ce que sont les qualités de vie. Vous avez un schéma, moi, que j'aime bien montrer et là, vous avez ici, je ne sais pas si on voit ma souris, mais la flèche de ma souris. Mais là, vous avez les 5 facteurs, les 5 menaces. Et vous avez ici comme point d'appui
cette libération des valeurs, c'est-à-dire s'appuyer sur les valeurs pour pouvoir agir sur et préserver cette biodiversité. Donc c'est quelque chose d'important, alors qui n'est pas seul, hein, parce qu'évidemment, il y a les questions d'éducation, des questions de justice, de réduction des inégalités, de consommation, mais ces questions des valeurs sont clairement explicitées. Euh, Ces valeurs, elles guident l'action et aussi elles se construisent dans l'action, donc elles sont en mouvement. Elles peuvent s'inscrire dans des systèmes juridiques. Quelles valeurs on peut apporter à certains écosystèmes, hein, ou à certaines espèces, des statuts particuliers, hein, qui aujourd'hui, on le voit bien dans des statuts d'espèces ou des statuts de fleuves dans d'autres pays. Il peut y avoir évidemment des conflits de valeurs entre les parties prenantes et donc il faut mettre en place des dispositifs qui permettent à chacun de pouvoir s'exprimer. Il faut, comment, voilà, aujourd'hui aussi, je vous en ai parlé, intégrer ces valeurs dans un contexte de système d'accumulation et de profit. Ça pose quand même un problème dans ce système qui est occidental. Et puis, des questions qui commencent à se poser aujourd'hui avec des valorisations excessives qui entraînent des dégradations. Quand on donne vraiment une très grande valeur à un paysage, on le voit aussi qu'il y a des dégradations avec du surtourisme. Un petit, voilà, maman, à quoi ça sert la nature? À rien, mon chéri, tout comme toi, j'aime beaucoup ce petit dessin. Ce qu'il faut, voilà, c'est, on appartient aux vivants et cette fragilité des écosystèmes comme notre fragilité à nous. Et il faut qu'on puisse aujourd'hui faire évoluer les modes de production et les modes de vie. Je termine là-dessus sur trois points clés. La conclusion, ces valeurs, cette caractérisation des valeurs, elles évoluent au cours du temps. Les économistes ont changé leur manière d'appréhender les valeurs instrumentales. En anthropologie, et d'autres, évidemment, pas qu'en anthropologie, d'autres disciplines, on travaille beaucoup sur ces valeurs relationnelles et plus on travaille dessus, plus on a des questionnements. Ces valeurs, il ne s'agit pas de dire c'est la valeur instrumentale, dans le deuxième point, c'est la valeur instrumentale contre la valeur intrinsèque ou contre la valeur euh, euh, relationnelle, mais c'est bien d'articuler l'ensemble de ces valeurs. Et cette diversité des valeurs, elle doit être prise en compte et du coup, il y a quand même là un point de tension avec nos visions très occidentalo-centrées et c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler aujourd'hui dans les prises de décision. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça a été à peu près clair et je suis prête à répondre à vos questions. Merci Frédéric. Alors oui, c'était très clair. Merci d'avoir relevé le défi de parler de ces valeurs de la biodiversité. On voit bien l'immensité du champ que vous avez présenté en quelques diapos très clairs, très bien illustrés. Merci beaucoup aussi pour ces exemples qui permettent de mieux comprendre. Et déjà quelques questions qui vous sont posées. Alors d'emblée, je tiens à dire à toutes les questions relatives plutôt à l'éducation, je vais bien sûr les poser, mais peut-être revenir sur les deux questions relatives aux valeurs. Alors, la première fait un peu le lien avec votre conclusion. Alors, ces conclusions sur la biodiversité tendent à pointer du doigt nos pratiques et nos références occidentales. La communauté scientifique occidentale accepte-t-elle majoritairement cela? Et ensuite, peut-être plus par rapport à vos pratiques, vous en tant qu'anthropologue, mais aussi avec d'autres collègues des sciences sociales, qu'est-ce que vous utilisez comme méthode justement pour travailler ces valeurs, des observations, des enquêtes? Est-ce que vous êtes travaillé sur les comportements, les discours? Voilà, si vous pouviez clarifier un petit peu tout ça, s'il vous plaît, Frédéric. Alors, la première question est une question difficile, mais qui se pose, c'est vrai, avec acuité en ce moment. Si on prend l'exemple de l'IPBES, où moi je travaille en ce moment sur la possibilité d'une plateforme intergouvernementale sur l'océan, c'est cette question de mettre, c'est aussi cette question d'articuler des savoirs locaux et des connaissances scientifiques. Et certains scientifiques ne sont pas forcément totalement prêts à faire ça, mais c'est vraiment un challenge qu'il faut aujourd'hui relever parce que ces questions de biodiversité, de gestion des écosystèmes
sont des questions absolument cruciales et on doit le faire. C'est pas simple, voilà. Mais il y a un travail qui est en cours, euh, mais c'est pas simple pour plein de questions. C'est que les scientifiques sont quand même bien organisés, hein. On a des peer reviews de la littérature. C'est plus difficile d'avoir accès d'avoir accès à ces savoirs locaux ou même à ces valeurs relationnelles. Alors comment moi je m'y prends, ça fait lien avec la deuxième question. Comment on travaille. euh, alors, pour avoir accès aux valeurs, elles peuvent être dans des récits ou dans des grands récits, des grands mythes. C'est de l'analyse de grands mythes dans d'autres sociétés, hein. Ayant travaillé en Polynésie française et notamment aux Marquises, voilà, on peut travailler sur ces grands discours, ces grands récits qui sont faits. On peut travailler aussi sur des pratiques et à partir des pratiques, voir un certain nombre identifier un certain nombre de valeurs relationnelles. Alors, voilà, valeurs, il y a les valeurs, il y a les systèmes de valeurs et les valeurs relationnelles, qui ne sont pas la même chose. Donc, les systèmes de valeurs, on peut y avoir accès par les grands mythes, par les pratiques, évidemment, et les valeurs relationnelles, puisque ça peut aussi toucher à l'intime, aux perceptions, au sensoriel. Là, c'est plutôt dans un travail, on va dire, comme un anthropologue, en fait, de compréhension de la manière dont la société se construit. Pour le lien à l'océan, ben, voilà, qu'est-ce que j'utilise pour me déplacer comme sens, qu'est-ce que je construis comme savoir holistique autour. Et puis les sciences participatives, moi, que j'ai utilisées aussi voilà, en faisant des exercices participatifs pour permettre aux gens de discuter entre eux de ces relations, des liens qu'ils tissent avec ces espaces maritimes. Donc, vous avez présenté, Frédéric, donc les trois grands types de valeurs, hein, instrumentales, intrinsèques et relationnelles, sur lesquelles vous avez vraiment focalisé votre attention. Une question sur cette question des valeurs relationnelles, est-ce qu'elles englobent la notion, enfin la valeur patrimoniale? Et j'ajoute à cette question une autre question. Vous avez souligné que la notion de nature était débattue. Est-ce que vous pourriez simplement nous dire pourquoi? Mm. Alors, effectivement, les valeurs relationnelles, on travaille dessus toujours actuellement, et c'est pour ça que cette caractérisation, c'est un des points, des points clés. La caractérisation des valeurs, elle évolue au cours du temps. C'est plus on travaille dessus, plus on se rend compte de l'étendue des fils. Moi, j'appelle ça ces fils, ces liens qui nous relient à nos environnements, qui nous relient à la biodiversité. Et donc, effectivement, il y a un lien avec les caractéristiques patrimoniales, hein. Si on pense, par exemple, au paysage, comment on patrimonialise certains paysages, c'est vraiment des relations qui sont très importantes. Et il y a des espaces patrimoniaux, y compris au niveau de l'UNESCO, où cette dimension culturelle, spirituelle, elle est aussi extrêmement importante et vraiment prise en compte. Euh, pour cette question de nature, c'est parce que on a longtemps parlé de cette dichotomie nature-culture. Est-ce que l'homme est dans la nature ou en dehors de la nature? Et en fait, c'est toujours des discussions qui sont aujourd'hui en cours, euh, parce qu'il y a toujours, pour certains, cette crainte d'une vision où l'homme est en dehors de la nature. Et donc, l'IPBES a choisi malgré tout de prendre ce terme de nature, mais en faisant vraiment attention de bien intégrer les humains euh, au sein de la nature et en faisant ce travail-là. Vous avez souligné, je rebondis sur des phrases hein, que vous avez prononcées, Frédéric, afin d'éviter que des perspectives ne s'imposent pas dans les décisions politiques, éviter la Libye exotique.
On est d'accord? Est-ce qu'on en est loin? Comment les choses évoluent par rapport à ça? Et une autre question, j'essaie de les poser toujours par deux. On devine aussi à travers votre propos que certaines valeurs sont plus alignées que d'autres avec l'impératif de préservation de la biodiversité. Est-ce que là, on y voit aussi à peu près clair sur cet aspect-là ou pas trop? Alors, sur la première question, effectivement, c'est un travail d'explicitation et un travail de rencontre entre différents mondes, je dirais, hein, différentes perspectives, qui est absolument fondamental. Euh, il n'est pas toujours aisé avec nous, notre perception très occidentalo-centrée, de d'accueillir d'autres visions du monde parce qu'on ne les connaît pas, parfois parce qu'on ne les comprend pas. Euh, Or, c'est fondamental à la fois pour comprendre cette diversité, mais aussi, je dirais, d'un point de vue très politique, euh, avec toutes ces discussions autour du colonialisme, néocolonialisme, on doit être dans cette inclusivité et être très attentif à accueillir les différentes perspectives. Mais c'est un exercice toujours en discussion. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est, je vous ai parlé de cette plateforme intergouvernementale, donc l'IPOS sur les océans, qui n'existe pas encore, mais on espère qu'elle va voir le jour. Ce qui est intéressant, c'est ces dialogues incessants entre les différents pays et notamment les différents scientifiques des différents pays, mais qui, voilà, entre une vision très Amérique du Sud et nos visions, il faut vraiment beaucoup se parler. Euh, Voilà, deuxième question, c'était sur... sur l'alignement en fait des valeurs et de la durabilité ou préservation de la biodiversité. On devine que ces valeurs euh, ne portent pas les mêmes perspectives en matière de préservation de la biodiversité. euh, il faudrait que je trouve des exemples. Euh, Mais peut-être, Frédéric, il ouais, y a d'autres aspects. Peut-être, voilà, il reste une dizaine de minutes sur la question de l'éducation, puisqu'il y avait oui, plusieurs questions. Je cite celle-ci, on comprend bien l'importance de la culture pour appréhender les problématiques de la biodiversité. Pourtant, l'enseignement me semble souvent minimiser cet aspect. Est-ce que c'est un constat, une observation que vous partagez? oui. Alors, ça dépend dans quel système éducatif, évidemment, on se trouve. Alors là, je vais vous prendre un exemple assez précis. Euh, j'ai eu la chance d'être là quand ont été créées les aires marines éducatives. Les premières aires marines éducatives ont été créées dans l'archipel des Marquises euh, à- par la volonté d'enfants qui ont dit, d'une école primaire, hein, euh, qui ont dit, ben, nous, on voudrait bien aussi gérer notre environnement. Et ce qui était intéressant, c'est que pour eux, il était naturel d'intégrer les dimensions écologiques, la connaissance du milieu qu'ils souhaitaient protéger, hein. C'était la plage devant chez eux, devant leur école, pardon. Donc assez simple. Et d'intégrer les dimensions culturelles, c'est-à-dire il y a des champs qui sont liés, il y a certains animaux, ils ont des relations très spécifiques avec certains animaux, et aussi cette dimension intergénérationnelle d'aller voir les grands-parents, d'essayer d'être vraiment, d'apprendre mieux sur leur culture dans ce lien qu'ils avaient avec cette baie ou avec l'océan. Quand ça a été, alors je dis pas partout, hein, c'est pas forcément une généralité, mais quand même majoritairement, quand ça a été retranscrit dans le système métropolitain, on va dire, cet aspect culturel n'a pas été au devant de la scène. C'est plus des profs de SVT qui s'en sont saisis pour bien connaître l'écologie, la laisse de mer sur les plages. Et on a perdu un petit peu cette dimension culturelle, ce que je trouve un petit peu dommage.
Euh, et je pense qu'effectivement, si on arrive à faire du lien entre les deux, ça sera beaucoup plus important. Moi, si je m'intéresse beaucoup aux valeurs relationnelles aujourd'hui, ça a un côté aussi, j'ose le terme, un peu de militant, d'engagement. Je me dis, pour faire changer les choses, si on s'appuie aussi sur les valeurs relationnelles et pas que sur la biodiversité, mais qu'on repense nos liens, ça peut peut-être changer aussi nos façons de voir ces questions de déclin de la biodiversité. Comment faire pour mieux intégrer ces valeurs sans les essentialiser? Une question qui vous est posée également. C'est c'est vraiment une grosse difficulté, hein. C'est ce que j'essayais d'aborder dans ce passage à différentes échelles, cette contextualisation. Euh, il faut vraiment, je pense, et puis elle s'adapte, ces valeurs, quoi. Elle change, elle se transforme, ces liens, en fonction tout un tas de contextes. Peut-être une solution, mais il y a beaucoup de réflexions à avoir autour, hein. Peut-être une solution, c'est vraiment laisser la parole à ceux qui détiennent aussi ces valeurs ou qui les connaissent le mieux, et pas voilà, s'en faire automatiquement, nous, ces porte-paroles. Et laisser cet espace voilà, de discussion, de présentation, de contextualisation, et avoir en compte cette diversité. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais c'est une vraie question, c'est une belle question, mais elle est difficile. Vous y répondez et en fait, ça fait le lien avec une autre question qui vous est posée également, qui est assez générale finalement. Comment aborder la biodiversité à l'université, que ce soit dans la gouvernance, dans les enseignements ou également dans la recherche? Vous y avez répondu avec à travers des dispositifs de l'inclusion, des dispositifs de participation, de représentation des différents types de connaissances qui existent. Si j'essaie de reprendre un peu ce que vous avez dit, est-ce que vous pourriez voilà, peut-être compléter tout ça, s'il vous Oui. plaît? Moi, ce qu'il me semble, c'est que cette question de la biodiversité, alors je veux pas froisser s'il y a des collègues écologues, hein, mais elle ne doit pas être laissée aux mains des écologues. Cette question de la biodiversité, c'est une question d'anthropologie sur ces relations humains, autres vivants. C'est des questions juridiques qui sont extrêmement importantes. Ce sont des questions historiques, des questions d'art artistiques, des questions linguistiques, parce que les mots dans les langues pour dire la biodiversité vernaculaire, et en fait, ça touche, pour s'intéresser à la biodiversité et agir, je pourrais dire aussi pour la biodiversité, on n'a pas besoin d'être écologue, on peut être anthropologue, on peut être linguiste, on peut être voilà, juriste, on peut être économiste. C'est justement, je pense que c'est ça qui est vraiment extrêmement important. Vous avez cité, parlons un petit peu de ressources que peuvent utiliser les enseignants. Vous avez cité le rapport de l'IPBES. Je crois que le résumé à l'attention des décideurs a été traduit dans les langues des Nations Unies, donc il est disponible en français. J'ai vu aussi que la Fondation pour la recherche sur la biodiversité avait fait une synthèse, Mm. donc qui est très, très chouette en quelques pages, hein, qui permet d'avoir un bon aperçu. Est-ce que vous aurez quelques conseils à donner aux enseignants qui nous écoutent pour aller chercher un peu de documentation, des exemples sur ces questions, s'il vous plaît? Alors, il y a des articles, hein, où il y a plusieurs personnes qui ont beaucoup travaillé sur cette question des valeurs. D'une manière générale, il y a des personnes comme Virginie Maris, qui est philosophe et qui a beaucoup travaillé sur cette question des valeurs, et souvent en association avec d'autres collègues comme des économistes, comme Harold Levrel, par exemple, qui ont travaillé cette question-là. Il y a aussi sociologie, je pense à Isabelle Arpin, et qui a beaucoup travaillé avec un écologue, François Sarrazin. Donc, il y a un certain nombre de, aujourd'hui d'études scientifiques, universitaires, hein, sur ces questions de, de valeurs, et qui sont assez intéressantes parce qu'elles montrent bien aussi l'évolution de la pensée sur ces questions-là. C'est pour ça que j'ai voulu dire quelques mots de service écosystémique, qui a été vraiment à un moment le terme indispensable
et comment petit à petit aussi de cette question des valeurs ou quoi, des services écosystémiques à cette notion de valeur, c'est aussi parce qu'il y a des scientifiques et beaucoup en interdisciplinarité qui travaillent ces notions-là, qui regardent ce qu'elles donnent, comment elles sont construites et ce qu'elles, les résultats en termes d'action ou pas. Bien, Frédéric, alors j'ai fait le tour des questions qui étaient posées. Peut-être avant de conclure, le mot de la fin? Euh, vous Facile, me hein, le mot prenez... de la fin. Pardon? Jamais évident le mot de la fin, mais voilà. Non, Euh, non, vous me prenez un petit peu de cours. bon, Non, moi, ce qui me semble intéressant, c'est de partager ces notions-là, qui sont des notions complexes, ces notions de valeur, parce que on voit bien qu'elles embrassent de multiples disciplines et des collègues économistes n'auraient pas fait du tout la même présentation, mais elles sont pas, même si ces collègues-là n'auraient pas fait les mêmes présentations, elles ne sont pas en antagonisme et donc aujourd'hui, c'est bien dans cette multidisciplinarité, interdisciplinarité qu'on travaille ces notions-là des valeurs qui sont aussi travaillées par d'autres voilà, à des niveaux internationaux parce que c'est une piste, en tout cas, qui nous semble une piste intéressante de travailler cette question des valeurs face aux changements environnementaux auxquels on se trouve. Et ces changements transformateurs, ça c'est le dernier rapport de l'IPBES, les deux derniers rapports de l'IPBES, un rapport Nexus et un rapport changement transformateur. Et en fait, il faut qu'on aille vers des changements transformateurs. Voilà, on n'a plus vraiment le choix. Donc voilà, ce sont des pistes qu'il faut travailler et plus on sera de personnes à travailler ça, mieux ça sera. bien, merci beaucoup, Frédéric. C'est la fin de ce direct. Merci pour cette présentation. Merci pour l'ensemble de vos réponses également. J'espère que cela aura permis d'y voir plus clair et d'apporter aussi des points de repère à tous les enseignants qui nous ont écoutés et qui nous écouteront, puisque ce direct a été enregistré. Il pourra être retrouvé dès demain sur nos points de diffusion habituels, sur notre portail, sur notre Moodle ou encore sur YouTube UVED. Je laisse la parole à Delphine pour conclure. Je vous dis à très bientôt. Notez que le prochain webinaire de formation des enseignants portera autour de la notion de santé et transition écologique. Alors, la date n'est pas encore fixée, mais le direct se tiendra courant mai. Je vous invite à consulter la programmation sur le portail de l'UVED ou à surveiller vos mails. Alors, nous accueillerons Bruno Boisdin, qui est professeur d'économie et chercheur à l'Université de Lille et qui travaille bien sûr sur ces questions de santé, de développement et de développement durable. Voilà, donc bon, la date devrait être fixée bientôt. Voilà, nous vous souhaitons une très bonne fin de journée. Merci encore Frédéric pour cette présentation très intéressante et on vous dit donc à bientôt. Au revoir.